Il est 8h30. Bonjour Xavier Albertini, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes député de la première circonscription de la Marne. Alors pour commencer cette interview en ce vendredi 11 octobre 2024, peut-on parler d'une France qui va plus que jamais mal, d'une France fracturée, des Français plus que jamais divisés après notamment la crise politique, on y reviendra. Ces Français-là, ils ont besoin de solutions. Qu'avez-vous à leur apporter? C'est toujours le même sujet. Lorsqu'on se regarde, on s'inquiète et lorsqu'on se compare, on peut peut-être se rassurer. Moi, je ne suis pas quelqu'un de défaitiste. Je crois en la capacité de la France et des Français à rebondir. La France traverse une situation qui est particulière en ce moment, qui est liée à plus de 30 ans de dispositions et d'organisations politiques, administratives, financières particulières. Et aujourd'hui, après la crise Covid que nous avons connue, après le quoi qu'il en coûte qui a permis à nombreuses entreprises et à beaucoup de Français de passer ce cap, eh bien aujourd'hui, la situation économique, la situation budgétaire et financière oblige l'ensemble des Français, les administrations, l'État et évidemment les Français à faire un effort. Et je crois que la France et les Français peuvent, avec un peu de fierté et un peu de volonté, surmonter cette difficulté. Après, ce qui s'est passé ensuite de la dissolution de juin et les élections qui en sont suivies, eh bien, la France est effectivement en trois blocs. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, c'est un fait. Personne seul ne peut, aucun groupe ne peut se réclamer comme étant majoritaire. C'est un dispositif, c'est une situation qui est particulière sous la Ve République. C'est la première fois que ça arrive. Mais là encore, ça oblige à faire vivre un parlementarisme plus fort et puis à trouver des consensus. Et le Premier ministre est en train d'essayer, me semble-t-il, de parvenir à cette situation. Monsieur le député, hier, le Premier ministre Michel Barnier a présenté en Conseil des ministres le budget de l'État pour l'année 2025. Pensez-vous réellement qu'il est possible d'éviter un déficit à 6%? Cas, Il va être compliqué. les mesures qui sont préconisées, et vous avez évoqué effectivement que nous étions en fin de semaine. Nous sommes le jour où le projet de loi de finances est dévoilé. La volonté, c'est 60 milliards d'économies. C'est une orientation qui doit être faite pour faire en sorte de ramener le déficit budgétaire à une portion qui soit, on va dire, pas forcément acceptable, mais qui soit meilleure que celle qu'elle est aujourd'hui. C'est important parce que derrière tout ça, au-delà des chiffres et c'est difficile d'envisager des milliards d'euros, des centaines de milliards d'euros, etc. Mais ce qui est important, c'est de penser que c'est la crédibilité de la France, c'est la capacité de ceux qui nous prêtent sur les marchés financiers de nous faire confiance. Et ça a été dit, mais ça n'a pas été beaucoup repris. Ce qui risque, si rien n'est fait, c'est qu'une crise financière qui couve devienne réalité. Et nous avons des exemples en Europe, par exemple comme la Grèce, qui ont été mis eh bien, sous coupe réglée par un certain nombre d'organisations comme le FMI, comme la BCE. Et il serait dommage que la France ait une signature financière, une signature d'efficacité qui soit moins grande que celle qu'elle est aujourd'hui. Parce que là, pour le coup, les efforts qui seraient demandés aux Français seraient incommensurables par rapport à ce qui est proposé aujourd'hui. Et par ailleurs, ça ne vous a pas échappé, enfin je ne le pense pas, pour économiser 60 milliards d'euros, le gouvernement a décidé de repousser à juillet 2025 la prochaine revalorisation sur les pensions de retraite qui sert aux Français à survivre face à cette inflation. Ne pensez-vous pas qu'il y avait d'autres moyens de récupérer cet argent au lieu de piquer, on peut dire ça comme ça, le portefeuille des Français, encore une fois? Deux points sur l'augmentation des retraites. D'abord, c'est pas lié à l'inflation, mais c'est surtout par rapport à l'économie de 3 milliards d'euros que Non, cela c'est pour représente. aider les retraités. En vrai, elle était là pour aider les retraités. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais le deuxième élément, c'est que vous avez aussi entendu ces derniers jours que Michel Barnier et son gouvernement n'étaient pas
contre l'idée de maintenir cette augmentation et à condition qu'on trouve une économie par ailleurs d'un montant équivalent. Donc, il faut faire attention effectivement aux effets d'annonce et ce qui peut être proposé. Ce qui fera loi, ce qui fera élément définitif, c'est effectivement le texte qui sera voté, alors qui sera adopté soit dans un vote, on va dire, à la majorité, ce qui est peu probable, soit au 49-3, avec éventuellement un rejet d'une motion de censure. Donc, attendons pour être sûr que les annonces qui ont été faites il y a déjà quelques jours et qui étaient au moment de l'arrivée en particulier du Premier ministre soient effectivement confirmées. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Xavier Albertini, alors le nouveau ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau souhaite durcir les règles concernant la régularisation de certains sans-papiers et ainsi de revenir sur les circulaires Valls de 2012 si je ne me trompe pas. Qu'en pensez-vous et qu'est-ce que cela va changer pour notre pays qu'il y ait moins de sans-papiers et pour les Français? Alors pour l'instant, moi, je n'en sais rien, dans la mesure où ce sont Ça a été des annoncé, annonces oui. faites par c'est des annonces faites par le ministre de l'Intérieur. Je crois qu'une grande nation doit pouvoir maîtriser son immigration. Pour autant, l'immigration peut être une chance à la condition qu'elle soit coordonnée, qu'elle soit choisie dans un certain nombre d'éléments, et surtout que ceux qui ne sont pas en situation régulière en France puissent être reconduits dans leur pays en fonction effectivement des OQTF et des autorisations données par leur pays de les reprendre, en tout cas de les accueillir à nouveau sur leur propre sol. Donc en fait, quand on parle d'immigration, il faut éviter d'avoir des positions à l'emporte-pièce, dans la mesure où, là encore, c'est un sujet qui est sensible, qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, qui peut être réducteur sur un tweet ou sur une affirmation dans le cadre d'une réponse, par exemple, au moment des questions au gouvernement. Et il faut donc être prudent, mais avoir une ligne claire et une volonté précise et aller voir ce qui se fait peut-être dans d'autres pays, que ce soit des pays européens, mais également d'autres pays comme, par exemple, le Canada, qui, en fonction d'un certain nombre de discussions apaisées sur ce sujet, fixe annuellement les possibilités d'immigration en fonction d'un certain nombre de trajectoires pour pouvoir accueillir dignement. Parce qu'il ne faut pas oublier un élément essentiel, c'est que au-delà de la thématique, derrière l'immigration, eh bien, vous y trouvez des hommes et des femmes qui sont parfois en situation de difficulté. Et pour pouvoir avoir un caractère d'accueil respectable, pour respecter ceux que nous accueillons, il faut avoir aussi une réflexion qui soit une réflexion apaisée. Donc tous ces éléments mis bout à bout, je ne répondrai pas de façon définitive si c'est bien, c'est pas bien, c'est mieux, peut mieux faire, etc. J'attends, au-delà des effets d'annonce, les propositions qui pourraient être faites et on les débattra, j'espère, dans une certaine sérénité au sein de l'hémicycle, si cela relève d'une dimension législative. Vous en avez sans doute entendu parler, ce lundi en fin d'après-midi, une élève a giflé son enseignante qui lui demandait de retirer son voile. Et oui, je le rappelle, l'école est encore laïque, enfin jusqu'à l'heure. Par la suite, l'élève en question se dit désolée de son geste, elle est en attente de son conseil de discipline. Monsieur le député, comment peut-on faire pour éviter ce regain de violence de la part des élèves, voilà, qui est de plus en plus nombreux? Certains enseignants ont la peur, monsieur le député, d'aller à l'école pour enseigner à ses élèves. Voilà, ils vont avec la boule au ventre, ils se demandent ce qui va se passer dans la journée. Donc comment peut-on faire pour aider nos enseignants dans cette difficulté? Comme vous l'indiquez fort justement, les enseignants sont là pour enseigner, non pas pour éduquer. Ça relève a priori de la cellule familiale, et quelle que soit la composition de cette cellule familiale. Il faut, pardon, il faut aussi avoir une forme d'autorité, mais en même temps, il faut comprendre que le fait d'avoir des convictions religieuses qui sont tout à fait respectables les unes comme les autres ne doit pas transparaître dans le domaine public et en tout cas pas, comme cela est prévu depuis un certain nombre de circulaires, au collège ni au lycée. C'est pas la même chose, bien évidemment, au niveau universitaire. Et ce qui pose question aujourd'hui, c'est effectivement de faire respecter cette neutralité lorsqu'on revient d'un déplacement à l'extérieur de l'établissement et surtout derrière, sur le fond, c'est le respect bien évidemment
de l'enseignant. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, c'est pas si ancien que ça, Samuel Paty a été décapité parce que là encore, il symbolisait à la fois C'était il y a 4 ans. l'enseignement, c'était il y a 4 ans, il symbolisait évidemment l'enseignement, le savoir, le fait d'être éclairé intellectuellement et évidemment, il symbolisait également la laïcité. Ce qui est d'autant plus étonnant, mais c'est juste pour l'anecdote, mais l'histoire est ainsi faite, c'est que la jeune fille en question est scolarisée dans le lycée de Sévigné. Et lorsqu'on connaît la qualité des lettres de Madame de Sévigné, on peut s'étonner effectivement de ce raccourci de l'histoire. Mais tous ces éléments-là montrent qu'effectivement, il faut repartir à la base et que la dimension éducative et d'enseignement sont particulièrement liés. C'est un des sujets qu'évoque eh bien, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et que j'accompagne régulièrement, qui s'appelle Édouard Philippe. Il convient, il dit, et nous partageons ce point de vue, que l'école est un élément essentiel pour construire des esprits éclairés et surtout donner un savoir qui permette de s'éloigner de l'obscurantisme. Monsieur le député, si vous le voulez bien, ouvrons notre seconde partie consacrée à l'actualité internationale. Dans quelques instants, nous reviendrons sur la situation toujours catastrophique au Moyen-Orient. Mais tout d'abord, hier, à l'Élysée, le président de la République Emmanuel Macron a reçu son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'un entretien bilatéral pour réaffirmer la détermination de la France et à continuer d'apporter un soutien sans faille au peuple ukrainien. Alors j'avais cette question pour vous. Faut-il envisager d'augmenter ou de diversifier l'aide de la France à l'Ukraine? Le président de la République était sur les terres de la Marne, pas plus tard qu'hier, dans le cadre d'un déplacement qu'il faisait dans un camp militaire, puisque la France forme une brigade entière d'Ukrainiens, plus de 2000 soldats, les forme eh bien, d'un point de vue militaire au combat, à l'organisation, etc. Et anticipe ainsi leur projection sur le champ de bataille. Donc c'est une aide qui est intéressante. Qui permet eh bien de construire des soldats, de permettre à des soldats d'être mieux formés dans le cadre du conflit qui les oppose à la Russie. Sur le plan matériel, eh bien là encore, il y a un certain nombre d'aides qui sont données par la France, qui sont fournies par la France. La question plus globale et qui ne peut pas être réglée que par la France au regard de son statut et qui est une dimension internationale, en particulier avec les États-Unis, c'est ce qu'on appelle les vecteurs, c'est-à-dire la capacité qu'aurait un certain nombre d'alliés de fournir des vecteurs pour entrer dans le champ profond de la Russie et éventuellement bloquer, taper, détruire des installations ou du matériel qui aide la Russie à aller au front. Donc ces éléments-là sont examinés. J'imagine que la rencontre qui a lieu en ce moment eh bien, a pour effet d'évoquer ce genre de situation. La seule particularité, ça ne vous aura pas échappé, c'est qu'actuellement, aux États-Unis, il y a une élection présidentielle et que cette élection présidentielle, en fonction du vainqueur, risque de modifier un peu le comportement des États-Unis, en particulier d'un point de vue budgétaire et en particulier en termes de livraison d'armes. C'est entendu. Évoquons la situation toujours très tendue au Moyen-Orient et les combats qui se font toujours rage au Liban. En tout début de semaine, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a pris la parole et a tenu à menacer le peuple libanais de subir des destructions comme à Gaza s'il ne se libère pas du Hezbollah. Monsieur le député, j'avais plusieurs questions pour vous. Tout d'abord, qu'en pensez-vous de ces propos de Monsieur Netanyahou qui peuvent choquer, qui peuvent faire réagir, sachant, je le rappelle, plus de 40 000 Palestiniens ont perdu la vie à Gaza, dont plus de 15 000 enfants. Et aussi, qu'en peuvent le peuple libanais, après tout, ce n'est pas de leur faute, qu'en peuvent les civils, eux, ils font qu'une chose, ils subissent, et d'ailleurs comme à Gaza, on va pas se le mentir, à un moment, je suis désolé, mais Monsieur Netanyahou commencerait à se foutre de la gueule du monde. D'un postulat, c'est l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023. Je crois qu'il faut être en capacité en France de pouvoir poser ce sujet-là en limitant au maximum les excès et constater et dénoncer à la fois les attentats et l'acte terroriste perpétré avec plus de 1200 morts, aujourd'hui encore plus de 100 otages encore Toujours à Gaza.
à Gaza, dont peut-être une trentaine décédés, sans compter nos 42 ressortissants français qui sont morts dans l'attaque du 7 octobre. Et donc, dénoncer aussi bien cet élément-là que, effectivement, l'attitude d'Israël, non pas à se défendre, parce que c'est un État, c'est une démocratie qui a la pleine disposition de sa défense de ses frontières, mais effectivement leur rappeler la nécessité d'éviter de cibler, ou en tout cas d'avoir des dommages collatéraux, en particulier de civils. Et de la même façon qu'il faut dénoncer l'attentat du 7 octobre dernier, il faut aussi dénoncer les morts et les victimes civiles de cette situation. Maintenant, le système est un peu plus complexe que ça également. Vous n'êtes pas sans ignorer que derrière le Hezbollah, derrière le Hamas, derrière les proxys, vous avez un État qui s'appelle l'Iran et qui lui-même, cet État, pour tenir l'ensemble de son pays et évidemment la région, eh bien, met en avant des groupes terroristes, et c'est là la complexité du Liban, puisque le Liban aujourd'hui n'a plus d'État en tant que tel et est sous la coupe réglée du Hezbollah. Donc ce que dit M. Netanyahou, c'est effectivement de pouvoir se dissocier, faire en sorte que les Libanais se dissocient du Hezbollah, mais c'est une situation complexe. Le risque, c'est effectivement de leur promettre une destruction massive s'ils ne se départissaient pas du Hezbollah, mais l'imbrication est telle que la situation, la solution est beaucoup plus complexe que ce coup de menton du Premier ministre israélien. Et on a bien compris votre point de vue sur ce sujet. Alors revenons en France, évoquons plus particulièrement votre département de la Marne, dont je le rappelle, vous êtes le député de la première circonscription. Alors j'aimerais commencer par cette question que j'aime poser à chaque fois. Pour vous, monsieur le député, que représente de manière personnelle la Marne, qui est un très très beau département, je tiens à le dire? C'est une terre historique. Elle a connu évidemment l'invasion des Huns à un moment donné. C'est une terre de passage. Elle a connu évidemment la guerre de 14-18 avec l'ensemble de ce que cela peut représenter en termes de destruction. Donc on est marqué dans notre chair. Moi, je suis rémois depuis pas loin de 40 ans maintenant et la ville de Reims a connu les stigmates de 14-18. Pour autant, la Marne, c'est aussi Reims et le vignoble. Reims au travers de l'histoire de France. Hein, c'est 33 rois consacrés à Reims. C'est aussi la réconciliation franco-allemande en juillet 62, où après la Seconde Guerre mondiale, vous avez eu une présence à la fois du chancelier Adenauer et du général de Gaulle qui sont venus devant la cathédrale et ensuite pour une messe sceller la réconciliation franco-allemande. C'est là où le couple franco-allemand, le couple européen a pris une dimension nouvelle. Donc tous ces éléments-là forment pour Reims et pour la Marne et bien évidemment un territoire et une histoire particulière. Puis après, c'est une terre d'accueil où il fait bon vivre, où le champagne est le roi des vins et le vin des rois, où la qualité de vie est tout à fait remarquable et où eh bien, nous sommes, d'un point de vue géographique, excellemment bien placés, à 45 minutes de Paris, à une demi-heure en TGV de Roissy-Charles de Gaulle. Enfin, je ne fais pas là le panégyrique de la Marne, mais c'est un endroit, c'est un département qui est particulièrement intéressant, et plus particulièrement ma circonscription. On regarde sa composition, on regarde en particulier de sa taille. J'ai 24 communes qui sont ramassées, mais qui touchent à la fois l'urbain, puisque j'ai une partie de Reims dans ma circonscription, et le rural, avec du viticole et de l'agricole. J'ai à la fois également des grandes plaines céréalières, j'ai de la recherche, j'ai un pôle de compétitivité, donc avec une très grande modernité, avec du R&D qui est important. J'ai également une entreprise qui travaille et qui veut lancer des satellites. Donc, il y a des ingénieurs sur ma circonscription. Donc, en fait, j'ai une petite France quelque part et c'est particulièrement agréable de voir battre cette circonscription et échanger avec l'ensemble de ses habitants.
Et oui, alors malheureusement, ces dernières heures, la tempête Kirk a secoué une partie de notre pays et notamment votre département de la Marne. Alors, quelle est votre réaction face à ces intempéries malheureusement, qui s'enchaînent, on va dire ça comme ça. On se souvient aussi des inondations ces derniers mois dans le Pas-de-Calais. Et comment peut-on faire pour éviter que cela se reproduise par la suite, en tout cas de manière si récurrente, quoi? Bien évidemment, alors pour l'instant, enfin, je n'ai pas le nombre de personnes décédées. Je pense que le nombre est C'est ça, oui, relativement on l'a pas faible. encore. On l'a pas encore, donc on va rester prudent. Mais ce qui est certain, c'est que ces effets météorologiques, ces tempêtes, c'est un constat, se reproduisent, enfin reviennent et reviennent de plus en plus souvent. Et qu'il y aura des conséquences, il faut les intégrer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, contre le temps et la météo, on ne peut pas faire grand-chose. En tout cas, sur le fait de prendre cette pluie battante, etc. On En n'a pas le revanche, choix, hein. d'une part, mais d'autre part, on a travaillé, enfin en tout cas la France est plutôt en pointe sur Effectivement. limiter le réchauffement climatique avec un travail qui est fait depuis plusieurs années sur le CO2 et sur une amélioration globale de la façon dont nous produisons des gaz en particulier qui peuvent entraîner le réchauffement climatique. Au-delà de ça, il faut aussi accepter d'anticiper un certain nombre d'éléments. Si nous partons d'un postulat sur un temps relativement long, on parlait généralement, il y a encore quelques années, d'une tempête du siècle. Or, le problème aujourd'hui, c'est que cette tempête, elle a tendance à se reproduire tous les 4, 5, 6, 7 ans. On n'est plus du tout sur une dimension centenaire, on est plutôt sur des fréquences beaucoup plus courtes. Donc, il faut à la fois travailler sur éviter l'imperméabilisation des sols, c'est-à-dire éviter des grandes surfaces qui ne puissent pas absorber l'eau. Il faut travailler évidemment sur les cours d'eau pour faire en sorte que ces cours d'eau puissent eh bien, emmagasiner un certain nombre de litres d'eau. Quand il pleut en quelques heures, l'équivalent d'un mois entier, on comprend la difficulté des sols à absorber l'ensemble de ces précipitations. Et puis, il faut préparer aussi les habitations, il faut travailler sur l'urbanisme pour faire en sorte qu'il y ait moins de personnes possible et que même si celles-ci sont touchées dans leur habitation, etc., elles puissent être accompagnées le mieux possible. Mais c'est sûr que c'est un changement de paradigme, c'est un changement d'approche. Il est évident aussi, il faut le dire, que l'ensemble de ces catastrophes, qui sont souvent classées comme catastrophes naturelles, vous évoquiez le Nord il y a quelques minutes, eh bien, entraîneront d'ici quelques années des augmentations importantes du coût des assurances. Et le problème sera de savoir comment les particuliers, les entreprises pourront continuer à payer leurs cotisations d'assurance dans le cadre de schémas qui risquent de se reproduire, puisque c'est un calcul de risque, et quand le risque augmente, eh bien effectivement, les assurances augmentent. Donc tout ça, ça change le paradigme, et donc il faut voir les choses différemment. Il faut voir aussi les choses au niveau mondial, parce qu'il me semble important de se dire aussi qu'on peut être très bon élève, et nous le sommes, en tout cas nous tendons à l'être. Pour autant, d'autres pays de la planète ne le sont pas. L'ouragan que vous évoquiez, qui est devenu tempête, et vous voyez ce qui se passe aussi en Floride en ce moment, eh bien, c'est la conséquence d'un dérèglement climatique qui n'est pas propre à la France et qui est lié aussi à l'ensemble des activités internationales. Et là aussi, il y a des efforts internationaux à faire. Dans l'actualité régionale, ce week-end à Lessigny, une femme a été retrouvée morte en pleine route après avoir été renversée par un automobiliste qui a par la suite pris la fuite. Une enquête préliminaire a par la suite été ouverte. Monsieur le député, voilà, je pose mon stylo, je vais vous parler sincèrement. Les Français, ils en peuvent plus de ces drames qui se reproduisent chaque semaine et de plus en plus. Voilà, je pense à la petite Camélia il y a quelques semaines. Voilà, et cette femme-là dont le corps gisait à même le sol. Comment peut-on faire pour éviter ces accidents? Comment peut-on faire pour éviter ce drame? Et pourquoi cet automobiliste a pris la fuite? Pourquoi a-t-il pris la fuite? Pourquoi il a laissé cette pauvre femme qui serait peut-être toujours en vie s'il aurait juste pris son téléphone et appelé les pompiers? Comment peut-on faire pour éviter ces drames? Le vrai sujet, c'est que chaque accident C'est différent, oui. euh, est différent. Évidemment, quand on enlève la vie
à une C'est personne horrible. qui, évidemment, voilà, donc ces éléments-là sont dramatiques pour la famille, pour les proches, pour les enfants. Enfin, on comprend bien la difficulté. La difficulté aussi, c'est que, eh bien, c'est aussi la façon dont nous vivons ensemble, c'est-à-dire la façon dont nous acceptons de respecter des règles communes. L'exaspération des Français de façon générale, elle est aussi là en considérant qu'il y a pas forcément un très grand nombre de personnes, mais qu'un certain nombre de personnes a tendance à ne pas respecter les règles. Soit vous évoquiez les problèmes de conduite ou avec des attitudes dangereuses, voire délictuelles, si la personne était sous emprise de stupéfiants ou d'alcool, etc. Malheureusement, ça a toujours existé. La seule différence, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ça se sait plus à travers des réseaux sociaux, au travers des médias en général. Ça n'excuse rien, bien évidemment, mais il faut aussi avoir une réflexion sur le sujet. La question de la qualification pénale de, de blessures involontaires, par exemple, qui pourrait se traduire par une évolution en délit routier, de telle sorte que derrière, il y a certaines associations qui veulent requalifier ces éléments-là pour faire en sorte que la condamnation soit plus lourde. Il y a une dimension d'exemplarité à avoir, et puis surtout, il y a une pédagogie, une éducation. Lorsque vous suivez, par exemple, des stages pour récupérer des points, vous constatez que ceux qui récupèrent les points, parfois ne comprennent pas pourquoi ils sont là. C'est-à-dire qu'ils viennent juste chercher les 3 points qui leur manquent et ils repartent avec la même attitude, désinvolte sur la façon dont ils vont conduire ou comment ils vont se comporter sur les routes. Et les routes sont un exemple, mais il y a plein d'autres exemples comme ça. Donc c'est tout une conception de la société qu'il faut faire évoluer. Aujourd'hui, nous sommes dans une société plutôt individualiste et c'est vrai que la dimension du respect d'autrui, de respect de l'autre a tendance à disparaître, mais rien n'est impossible. On devrait pouvoir, j'imagine, revenir à une meilleure situation. Et juste avant de poursuivre, monsieur le député, si vous me le permettez, j'ai une pensée très forte à la famille de cette femme dont le corps a été retrouvé ce week-end et j'adresse toutes mes sincères condoléances. Allez, il est l'heure, si vous le voulez bien, de passer à la toute dernière partie de cet entretien. C'est un petit jeu, vous allez voir, c'est très simple. Alors ce sera un pour ou contre. Je vais vous donner 2 possibilités de réponse. À vous de choisir soit l'un, soit l'autre. Faites attention, vous avez le droit qu'à un joker. Première question, pour ou contre la dépénalisation du cannabis? Pour ou contre la reconnaissance d'un État palestinien ou est-ce qu'il faut attendre? Mais dans une logique de 2 États. Oui. Ok. Maintenant, parlons de l'échéance 2027. En 2027, si lors d'un second tour, c'est Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, pour vous, ce sera qui? Ni l'un ni l'autre, ça sera, je l'espère, Édouard Philippe. Donc, j'allais vous poser la question. En 2027, Édouard Philippe, vous y croyez? Ah oui, j'y crois et on s'est mis en marche. Édouard Philippe l'a annoncé. Bien Et sûr, il y a quelques jours. il y a quelques jours et nous nous mettons en organisation. Horizon est un parti qui a 3 ans et nous avons fêté ça hier et nous allons continuer à aller à la rencontre de l'ensemble des Français, chacun dans nos fonctions, dans nos missions et nous espérons effectivement qu'Édouard Philippe devienne président de la République. Bien. Alors, j'avais une question. Pour vous, Michel Barnier est un gouvernement d'extrême droite, de droite ou de gauche? C'est un gouvernement de courage dans la situation. Je pense que, comme il le dit, c'est un gouvernement sans majorité, mais qui peut être sa force. Et c'est un gouvernement avec à sa tête un Premier ministre qui a une expérience très très longue. J'ai eu l'occasion d'aller dans un voyage en Israël pendant 5 jours. J'ai pu le côtoyer à un moment où il n'était pas du tout, il n'avait pas vocation à devenir Premier ministre. Donc j'ai rencontré l'homme que je connaissais un peu, mais pas aussi bien. Je le retrouve aujourd'hui comme Premier ministre. J'ai défendu la position du groupe Horizon avant-hier contre
la motion de censure qui était proposée par une partie, enfin en tout cas par le NFP, par une partie gauche de l'hémicycle. Et je crois que Michel Barnier est l'homme de la situation. Sa grande capacité de négociation devrait permettre, j'espère, de trouver des voies de solution dans une situation qui est complexe. Bien, et enfin, pour terminer, pour vous, quel est le meilleur Premier ministre entre Michel Barnier ou Gabriel Attal? Il n'y a pas de comparaison à avoir. L'un succède à l'autre dans des circonstances différentes. Gabriel Attal n'a pas pu présenter un budget puisqu'il a été nommé Seulement 8 mois. le 10 janvier et que le budget arrive en octobre et qu'il n'est plus Premier ministre. On ne compare pas des premiers ministres, les situations sont différentes et donc il n'y a pas de comparaison à avoir. On ne verra pas Gabriel Attal présenter le budget 2025, donc on ne pourra pas comparer. Pour autant, je pense que ce sont des hommes avec des grandes capacités d'État qui devraient pouvoir se retrouver pour l'intérêt de la France. Et c'est ce qui compte. Et ce que j'espère en matière parlementaire, c'est que de temps en temps, on soit capable sur des sujets importants de faire fi de posture pour aller au fond des choses. C'est noté, merci. Merci beaucoup, monsieur Albertini, d'avoir répondu à nos questions pour ce troisième numéro de l'interview politique. Permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée, un très très bon début de week-end. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt sur IA1 pour de nouvelles interviews tout aussi cash et sans concession.